Bon, alors je vais commencer. Déjà, je me présente, je suis Nelson Hélène, je suis chercheur pour le compte de la société Euler Data Solutions. Donc, c'est une société qui est basée à Bordeaux et qui développe une plateforme d'investigation, notamment dédiée à la recherche de criminels et également au renseignement, mais qui peut également avoir des applications dans des domaines privés civils. C'est une plateforme qui se base sur des bases de données de type graph, qui est une science un petit peu ludique et à part dans le monde des mathématiques. Et aujourd'hui, cette petite présentation, que je vais essayer de faire rapide parce que j'entends les estomacs crier famine d'ici, elle sera surtout articulée autour des ransomware, parce que, comme on l'a beaucoup évoqué ce matin, c'est une des menaces numéro un, si ce n'est la numéro un, actuellement, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Et elle touche un nombre de personnes et de collectivités hyper variées et hyper importants. Donc le ransomware en 2023, donc j'ai mis quelques petits exemples, voilà. Mais je vais surtout attirer votre attention sur le petit tableau en bas à gauche. Donc ça, c'est un petit classement qui a été fait par le site splug.com qui recense la vitesse de chiffrement de 54 gigas de données et de 100 000 fichiers pour les top 6, top 8 des meilleurs rançongiciels, ransomware actuellement en activité. Donc on voit par exemple Logbit, 4 minutes 9 secondes. Donc si Logbit vous tape entre le vendredi soir et le lundi matin, eh bien vous n'avez pas forcément le temps de réagir, pas forcément la ressource nécessaire, surtout quand vous êtes une PME, quand vous êtes une collectivité locale, voire même un centre de santé, un hôpital ou des choses beaucoup plus critiques. Également au niveau des pertes, eh bien, dans le tableau de droite, bon, c'est un peu petit, mais on voit qu'on a des sommes faramineuses qui peuvent être perdues, notamment en termes d'activité, pas des sommes qu'on possède déjà, mais des sommes sur lesquelles on capitalisait pour relancer son activité. Si un système informatique d'une entreprise est à l'arrêt pendant plusieurs mois, c'est autant d'argent qui est perdu. Et bien entendu, reconstruire la donnée qu'on a perdue si elle a disparu, ça coûte également de l'argent, ça coûte des sociétés, ça coûte des prestataires de services. Pour vous donner une idée plus générale, en gros, en 2023, c'est 24 heures entre l'attaque et l'exploitation des données. Et puis, il y a un fait qu'il faut quand même nommer, très important, c'est l'initiative de l'attaquant. C'est-à-dire que l'attaquant, il a tout le temps qu'il veut pour vous observer, pour ferrer sa proie, pour vous étudier et faire des outils qui vont être parfaitement adaptés à vous pourrir la vie. Aussi, les moyens de protection doivent être évolutifs. C'est-à-dire que c'est un peu ce que disait le président Rousset ce matin, c'est qui est le plus fort, le contrôle du dopage ou le dopage. C'est qu'une année, on va arriver à contrer un maximum d'attaques, et puis l'année suivante, les attaquants vont se mettre au niveau et ils vont arriver à passer les sécurités. Et l'année suivante, rebelote, c'est un espèce de ping-pong de sécurité. Et donc, une des façons de créer ça, c'est de prévenir l'attaque, d'arriver à l'anticiper avant même qu'elle arrive et qu'on ait à s'en protéger, à pouvoir savoir ce qui va véritablement se passer dans le futur. Alors, c'est un peu Person of Interest, Minority Report, mais malheureusement, c'est la première idée qu'on a quand on pense à ce genre de choses. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Donc, il existe déjà de nombreux outils qui sont commercialisés, qui sont en accès open source, mais pour contrer ce genre d'attaque, il y a fortement un besoin d'un outil de centralisation de la donnée autour d'un format commun, c'est-à-dire pouvoir récupérer de la donnée d'une entreprise de cybersécurité sous un format, c'est bien, mais j'aimerais bien pouvoir la comparer avec la donnée extraite, par exemple, du service de sécurité informatique d'un hôpital, etc., etc. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les structures d'attaquants sont de plus en plus professionnalisées, c'est ce qu'on évoquait également avec le général Perrault, c'est qu'il y a de plus en plus de similarités avec le crime conventionnel, notamment le trafic de stupéfiants, le grand banditisme, les choses comme ça, avec des vraies structures, avec du marketing, avec du service après-vente, avec des sociétés, par exemple, qui vont faire ce qu'on appelle du RaaS, du rançongiciel as a service. Vous pouvez les appeler, bonjour, j'aimerais pirater ou mettre sous rançongiciel telle entreprise ou telle collectivité locale. Combien ça va me coûter? Est-ce que j'ai une garantie? Combien de temps? Etc. etc. Ça, c'est des offres qu'on peut voir sur le dark web, c'est assez terrorisant.
Et puis, il y a des données extérieures aussi, puisque qui dit infrastructure type entreprise pour faire de la criminalité, dit également, bien, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens aient des comptes en banque, qu'ils aient des voitures, etc., des profils, et on peut faire des perquisitions, il y a des serveurs physiques qui existent, etc. Donc, c'est des données qui sont extérieures au monde de la cyber, qui sont des données de la criminalité classique, qu'il faut également mettre en corrélation. Ça, c'est très important également. Et puis, alors, je vais vous parler du format graph, qui est un format de représentation de données, et je vais rentrer en détail plus loin dans la présentation. Est-ce que ce serait un format pertinent? Et puis, donc, est-ce que des méthodes d'investigation conventionnelles permettraient de complémenter avantageusement l'investigation cyber, par exemple des perquisitions, du profiling, du suivi? Il y a un besoin important de corrélation, et donc, est-ce que les graphes seraient-ils une solution? Alors, je vous montre juste une petite vidéo. Ça, c'est une entreprise que beaucoup ici connaissent bien, qui est une entreprise sœur, qui s'appelle Beware Cyber Labs. Et donc ça, c'est un honeypot qui est basé à Paris, qui se fait passer pour une entreprise. Et ça, c'est du temps réel. C'est une attaque DNS qui vient majoritairement de Chine et sûrement quelques machines infectées sur le continent américain. Je mets au défi quiconque de trouver amusant d'exploiter les logs qui sortent de cette attaque. Ou alors il faut être sacrément masochiste. On a clairement la possibilité de le faire de façon plus intelligente avec des outils que nous, on va venir vous proposer, mais également aussi avec de l'IA. Ça a été expliqué plus avant. C'est juste pour donner une idée des ensembles de données massifs. Là, on est sur une seule attaque qui a lieu en quelques minutes. Bon, alors c'est bien tout ça, mais je vais vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on construit un graphe. Et comment on construit un graphe? Alors, on va parler d'ontologie. Déjà, à première vue, qu'est-ce qui relie la ville de Königsberg, en ancienne Prusse, c'est maintenant Vienne, je crois, et Karlsruhe en Allemagne? Alors, vous pourriez me dire, bon, une autoroute, une ligne d'avion, bon, voilà, très bien. C'est les premières choses qui viennent à l'esprit. Moi, je vais vous parler d'un petit gars qui s'appelle Léonard Euler, qui est né en 1700 et quelques, et qui était mathématicien, qui est un génie des maths, hein, le Mozart, et qui a commencé, lors de son arrivée à Königsberg, à beaucoup aimer se promener dans la ville de Königsberg. Et la ville de Königsberg a cette particularité qu'elle a 7 ponts, et ces 7 ponts relient des petites îles. Et très vite, Euler, il se demande un truc, bon, voilà, chacun ses passions, il se demande, est-ce que je ne peux pas trouver un itinéraire de balade qui me permettrait de passer d'île en île en empruntant les 7 ponts sans jamais repasser par la même île? Alors très vite, il se rend compte que c'est impossible, il abstracte le modèle au niveau mathématique et il crée ce qu'on appelle une science, du moins il en pose les fondements, qui s'appelle la théorie des graphes. Et donc il devient un expert dans cette science autour de toutes ces autres contributions incroyables aux mathématiques. Et son fait principal là-dedans, c'est d'avoir posé le problème des 7 ponts. Et puis, il n'avait pas forcément les outils à l'époque, ou tout simplement le temps et l'envie, de résoudre ce problème, de démontrer que c'était impossible pour n ponts et n îles. Et à peu près 100 ans plus tard, arrive une personne qui s'appelle Karl Jäller-Holzer, donc on ne connaît pas grand-chose, puisqu'il est mort assez jeune, qui était également un mathématicien brillant, qui était professeur à l'université à 25 ans, et qui a réussi à démontrer l'insolvabilité de ce problème. Bon. Et puis, en fait, Karl, il habitait à Karlsruhe. Et donc, vous voyez, ce que j'ai fait ici, c'est simple. J'ai créé un graphe qui relie les deux villes par de la connaissance. Si je ne vous avais pas parlé de Léonard Euler, de la science de la théorie des graphes ou de Karl Jäller-Holzer, vous n'auriez jamais pu relier ces deux villes par ce chemin-là. Et pourtant, vous vous rendez compte qu'il y a juste 3 petites étapes entre les deux. Alors, vous allez me dire, c'est super, c'est très intéressant. Plus on rajoute de la connaissance dans le graphe, plus les relations se créent toutes seules entre les différentes entités. Et ça nous permet ensuite de retracer des chemins qui étaient cachés dans les données qu'on a acquéries. Alors c'est très théorique. On va passer sur comment est-ce qu'on régule ça, parce que c'est un joyeux bordel, je peux mettre ce que je veux dans mon graphe. On définit ce qu'on appelle une ontologie. L'ontologie, ça va être le moule, le tamis qui va filtrer, catégoriser les données que je vais vouloir venir ajouter à mon graphe de connaissances. Par exemple, ici, j'ai un concept personne avec des propriétés nom, métier, âge. Et ben, je pourrais, moi, me rajouter à l'intérieur. On va mettre Nelson ici, voilà. Il a un nom, un métier, un âge. Et puis, il est relié parce qu'il travaille sur la théorie des graphes à Léonard Euler. C'est quand même un peu la classe. Pareil, on définit également des relations. Habite, travaille dans, etc., etc. Donc, l'ontologie, c'est le moule, c'est le squelette du graphe de connaissances. Et elles peuvent être génériques
et polyvalente, c'est-à-dire on peut créer une ontologie pour décrire la vie de tous les jours, avec des concepts véhicules, des concepts, je ne sais pas, institutions, entreprises, genre, femmes, hommes, etc. Les ontologies peuvent être génériques et polyvalentes, mais également contenir des spécifications métiers. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir spécifier une ontologie pour la cyber, pour produire des graphes de connaissances à partir de données brutes cyber, passer au tamis de l'ontologie que les experts métiers vont définir. Donc, pour résumer un peu tout ça, on a à la base des données non structurées, donc, ici j'ai mis une chambre complètement en bordel, qui vont passer au travers de l'ontologie et qui va structurer cette donnée pour en faire un graphe de connaissances très exploitable, très pertinent, constitué de nœuds et de liens. L'utilisateur va pouvoir alors consulter, modifier, créer, supprimer, analyser, exploiter ces données. Et puis alors pour la cyber. Et puis alors la cyber, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des hashes, des pseudos, des ports, des hostnames, des choses comme ça. Bon, c'est un exemple, c'est pas du tout complet. Mais là, c'est encore très spécifique, en fait. C'est très spécifique. Mais je peux la relier à ce que je veux. Si, par exemple, je veux travailler sur les attaques cyber dans le système de santé, eh bien, je vais venir relier mes concepts cyber par le biais d'échanges, par exemple des fuites de données ou des transactions, à des robots médicaux, à des patients, à des maladies, etc., etc., etc. Et je vais pouvoir ensuite exploiter les gigagraphes qui vont être créés grâce à cette ontologie. Alors, c'est extensible à l'infini, il faut quand même raison garder. Il faut bien choisir les concepts qu'on définit et les relations qu'on définit. Et plus l'ontologie est fournie et précise, plus le graphe de connaissances est complet et pertinent et peut être exploité. On va donc partir d'une ontologie générale et puis on va complémenter selon le use case métier, en l'occurrence ici la cybersécurité. Je vais vous parler d'un exemple. Donc on avait un super exemple qu'on a monté avec mes équipes, mais en fait quand on a commencé à travailler dessus, on s'est rendu compte qu'on découvrait des vraies choses sur des enquêtes qui étaient encore en cours, donc du coup on n'a plus le droit d'en parler. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2017 en Angleterre. En 2017, en Angleterre, vous avez eu l'attaque WannaCry, qui est l'attaque qui a fait le plus de dommages en termes de ransomware, je pense, dans le monde à l'heure actuelle. Tout simplement parce que potentiellement les personnels n'étaient pas forcément équipés, et puis que ça a tapé tellement d'infrastructures et de sociétés en même temps que ça a fait énormément de mal. Donc ici, en vert, vous voyez les victimes. Donc il faut savoir que cette attaque a tapé Sony Pictures et le NHS, donc le National Health System anglais. Et très vite, en fait, en explorant simplement des données de presse sur Internet ou même des rapports ou des données d'entreprise, on peut reconstruire la structure de l'attaque. Donc, je vous passe les détails, mais c'est issu d'une faille qui a été générée par la NSA sur le système Windows XP, une faille qui s'appelle Eternal Blue. Mais la NSA ayant perdu la toolbox, elle est en fait volée par un groupe de hackers qui s'appelle Shadow Broker, qui est un groupe de activistes qui, pour dénoncer ces pratiques de la NSA, a rendu sur le clear web totalement accessible la faille Eternal Blue. Il n'en a pas fallu plus que quelques jours pour que le groupe de nos chers amis nord-coréens, Lazarus, découvre l'existence de cette faille et l'exploite contre des systèmes qui étaient protégés, entre guillemets, par la NSA. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé, malheureusement. Et le National Health System anglais a subi très fortement cette attaque, mais également Sony Pictures, parce que Sony Pictures avait la même année sorti un film extrêmement critique à l'égard de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Donc le Lazarus a infiltré les systèmes de Sony, a révélé des scripts de films, des emails, des comptes bancaires, etc. Un sacré pataquès. Et puis, on a mené aussi également une petite analyse de contexte, et puis on s'est rendu compte que le suspect principal, c'était ce monsieur, qui était recherché par le FBI. Donc je tiens à noter la cocacité du truc. Les gens du FBI, qui sont les copains de la NSA officiellement, recherchent quelqu'un qui est devenu malveillant à cause de la NSA. Alors là, c'est ce qu'on voit quand on subit les deux attaques. Donc déjà, je signale que l'attaque de Sony Pictures a eu lieu dans une temporalité différente de celle du NHS, et que si on avait eu la possibilité de déterminer quelle était la structure de l'attaque, quel genre de faille elle utilisait, quel système elle infectait, etc., en avance avec un graphe, on aurait très bien pu voir venir les prémices via le graphe d'une attaque sur le NHS. Donc ça, c'est une chose. Mais également, en fait, dans un bureau, un jour, quelques temps après l'attaque,
Eh bien, on se rend compte que le patch, le système d'exploitation utilisé, la version du système d'exploitation utilisée, est exactement la même que celle qui est utilisée pour les sous-marins nucléaires et le HMS Queen Elizabeth, donc le porte-avions anglais. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un monde, pendant quelques jours, heures, semaines, où potentiellement des hackers nord-coréens de l'État nord-coréen, qu'on sait très agressifs sur son programme nucléaire, ont potentiellement eu la possibilité d'avoir accès à des données ultra sensibles, peut-être pas du contrôle ou des choses vraiment très critiques, mais au moins des données logistiques, des données qui auraient pu permettre à de l'espionnage, sur des sous-marins et des porte-avions anglais. C'est quand même assez incroyable, et il a fallu attendre qu'une personne humaine s'en rende compte que la version était exactement la même, pour que ça commence à créer sur Microsoft et que ce soit patché en 3 heures. Parce que Microsoft traînait un peu des pieds pour patcher pour sortir une mise à jour. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation du graphe. S'il y avait eu un graphe, il n'y aurait pas eu besoin de cette personne humaine qui se rend compte de la compromission à grande échelle en fait, de ce système. Bon, je reviens à la présentation. Et je vais vous montrer un petit peu l'outil. Donc, ce n'est pas du tout une présentation corporate, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ça, c'est l'outil que nous, on propose chez Euler, donc à Bordeaux, là où on a notre laboratoire de recherche à Bordeaux. Et donc, on permet de construire des graphes, d'aller ingérer de façon massive des données à l'intérieur de notre base, de les centraliser, de toutes les mettre au même format graphe, nœud, lien, arrête. On peut faire des algorithmes de recherche de chemin, on peut faire des algorithmes de communauté pour trouver les nœuds qui sont extrêmement connectés les uns entre eux, les similarités, etc., etc. Mais très vite, ça devient tout de suite extrêmement fouillis. Voici par exemple des exemples de logs sur une attaque, des choses comme ça. Même pour un analyste averti, un graphe aussi complexe, ça peut devenir extrêmement compliqué à analyser. Même si l'outil est performant, même s'il permet de faire des algorithmes calculatoires et même du machine learning, etc., ça devient compliqué. Et donc, pour aider, comme on parlait de ça dans la table ronde juste avant, on va parler d'IA. Alors oui, on fait aussi de la prédiction de flux, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est très commercial, donc je vais pas vous montrer ça. Pour montrer ça, alors voilà, alors vous allez dire, il a complètement fondu un boulon, Nelson, et pourquoi il nous montre un jeu vidéo? En fait, c'est pas n'importe quel jeu vidéo. Ça, c'est le travail de Peter Whedon, qui est un jeune chercheur sur YouTube. Je vous invite à regarder ses vidéos, c'est assez fabuleux. C'est quelqu'un qui va créer des intelligences artificielles, non pas LLM, non pas machine learning, ou d'autres types. Il va faire du reinforcement learning, c'est-à-dire qu'il va coder un agent qui va apprendre à jouer au jeu. C'est bien ça qu'il faut retenir, c'est apprendre à jouer au jeu, soit sous la contrainte, soit sous la forme d'une motivation, donc d'une récompense. Et donc, plus l'intelligence artificielle va faire une action qui va lui permettre d'avancer vers un objectif qu'on lui a défini à la base, eh bien, elle va recevoir une récompense. Mais alors, on pourrait tout à fait transplanter ça sur un graphe. On pourrait, sur un graphe d'investigation cyber, avoir une IA qui va se promener de nœud en nœud dans le graphe, par exemple pour identifier une source, pour mesurer une propriété, un indicateur de compromission, pour trier des nœuds entre eux, par exemple, sous la base d'une propriété, état critique, état faible, niveau de mail reçu de tel type, etc., etc. Ou même prédire des liens. Si, par exemple, il y a eu tant de liens qui ont été créés entre tel genre de nœud, alors il y a une probabilité de X% qu'une relation potentielle existe entre un futur nœud et ce nœud déjà existant. Donc nous, on a commencé à travailler un petit peu là-dessus aussi chez Euler. Alors, je vous montre un exemple, ça va très vite. C'est très trivial, mais c'est applicable à tout type de propriété. Vous avez vu au tout début, il y a eu un graphe avec plein de nœuds grisés. En fait, derrière ces nœuds, on a défini des propriétés, en l'occurrence ici des couleurs. Et au préalable, on a entraîné une IA de reinforcement learning pour lui dire, dès que tu vas rencontrer une couleur, tu me la mets dans le bon cluster. Et si tu me la mets dans le bon cluster, tu auras une récompense. Donc maintenant, elle est spécialisée dans le tri des couleurs. Donc elle peut trier des couleurs, mais elle peut également trier, comme je disais, plein de propriétés différentes. Et donc vous voyez, en quelques secondes, même pas, et là elle est entraînée un tout petit peu, on arrive à des résultats très probants, très intéressants. Je n'entrerai pas forcément dans les détails techniques parce que ce n'est pas l'objet, mais voilà. C'est là où l'IA simple, puisque c'est une IA très simple, va avoir un intérêt sur l'information complexe qui est stockée dans un format simple, parce que le graphe est un format simple.
Donc, pour finir, puisqu'on a tous très faim, je vais faire une conclusion sous forme de graphe. Donc, on a d'un côté les experts métiers, c'est vous, dans la salle, et puis les experts plutôt analyse de données, sciences de données, donc nous, et puis les chercheurs qui sont présents aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on a des cibles qui se font attaquer par des cybercriminels et qui n'y connaissent rien et qui sont vraiment extrêmement violentées par ce genre d'attaque. Et puis en fait, elles vont nous fournir, vous principalement, des sources de données qui viennent de plein de domaines différents. Ah oui, on a reçu un mail, c'est peut-être par là, peut-être que les logs de la connexion réseau, c'est ceci, etc., que vous allez collecter. Nous, ensemble, on peut définir une ontologie spécialisée à la cyber qui va être nourrie par ces sources de données plurielles et puis permettre de générer des graphes de connaissances qui vont pouvoir être exploités par les experts métiers de façon basique, native, mais également, on va venir développer des algorithmes d'analyse qui vont pouvoir être appliqués sur le graphe de connaissances et des algorithmes de prédiction pour prédire potentiellement des attaques à venir, mais aussi et surtout, puisque c'est un des gros sujets aujourd'hui, de l'IA qui va parcourir ces graphes, qui va les analyser et qui va pouvoir prévenir non seulement les experts métiers, mais également les cibles pour arrêter et contrer les cybercriminels. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a tous faim. Est-ce que vous avez une question à poser? Une petite question. Sinon, déjeuner networking, donc vous aurez l'occasion d'échanger. Ah, il y a une question au fond. Ah, patientez encore 2 minutes. Merci, très intéressant. Petite question sur un use case qui est toujours assez compliqué pour l'entreprise, qui est la priorisation des vulnérabilités. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de modèle pour essayer d'avoir, il y a pas mal de recherches en ce moment sur le sujet, mais pas forcément très conclusives, des scorings de probabilité d'exploitation des vulnérabilités? Ça marche? Oui. Alors, on a des modèles de scoring, mais pas sur ce cas-là, mais ils sont tout à fait transposables, puisqu'en fait, on développe des modèles de scoring par rapport au nœud lien. Au final, peu importe ce qu'il y a derrière le nœud ou le lien, bon, bien sûr, on peut moduler pour être encore plus précis, mais on fait du profil de scoring, par exemple, pour tout ce qui est profiling sur les réseaux sociaux. Par exemple, de la fraude au sentiment, c'est quelqu'un qui va avoir un profil Facebook qui va être très particulier. Il va demander plein de personnes en amis autour d'une autre personne dans un certain laps de temps, etc., etc. Donc on peut faire du profiling, du scoring de probabilité, notamment, et après faire de la classification, faire du random forest ou des choses comme ça, pour justement classer, alors là, dans l'occurrence, ce serait des nœuds vulnérabilité, mais on pourrait tout à fait faire ça, oui. Bon, je ne cache pas qu'on commence un peu à y travailler, mais voilà. Très bien. Sinon, déjeuner tout de suite, networking aussi. Merci à tous.